Bonjour et bienvenue, vous écoutez Révolution. Aujourd'hui, j'interviewe Olivia qui vient me parler de son rapport à l'autre, de sa place de femme noire dans notre société. Elle nous partage son vécu, ses expériences, ses pensées et réflexions. Si vous souhaitez y jeter un œil, toutes les références citées lors de cet épisode sont listées en description. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que des likes et des commentaires sur le compte Instagram de Révolution, @révolution.podcast. Je vous laisse donc avec Olivia et vous souhaite une excellente écoute. À très bientôt. Merci beaucoup Olivia de me rejoindre sur Révolution. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ensemble qui est super important. Donc notre sujet du jour est ton expérience, ton ressenti en tant que femme noire aujourd'hui dans cette société française majoritairement blanche. On va mêler ton expérience personnelle mais aussi quelques références que tu as apportées avec toi. Je m'appelle Olivia Kemdé, j'ai 23 ans et je suis en philosophie. Je m'intéresse à la question raciale, au concept d'identité, d'aliénation aussi, de domination en philosophie. C'est la thématique qui m'intéresse le plus. Ok, super. Voilà. On va commencer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à Révolution ? Et est-ce que tu peux me présenter un peu le sujet que tu vas aborder aujourd'hui ? Je crois que tu m'avais présenté ton projet et j'ai tout de suite ressenti le besoin de m'exprimer ou le besoin de développer ce sujet. Je ne suis pas dans les concepts et les abstractions parce qu'un concept, c'est quelque chose qui rend intelligible, c'est quelque chose d'abstrait, et je veux pas parler de racisme, de colorisme, de misogynoir, ou parce que ça reste des concepts et des abstractions. J'ai remarqué beaucoup que les gens, dès que tu énonces le mot racisme, tout de suite il y a comment dire, pas cette distanciation, mais il y a un espèce de recul, je sais pas, mais j'ai ressenti ça, et tout de suite dit ah oui, la meuf a parlé de racisme. Enfin, tu vois, il y a tout de suite une étiquette en pseudo Angela Davis, pseudo, tu vois, en mode c'est une dépréciation, je ressens ça en tout cas. Donc moi je parle pas de concept. Et du coup, je vais pas parler d'abstraction, mais d'expérience vécue. William James, dans Philosophie de l'expérience, il dit que le concept, c'est quelque chose de figé. La manière dont les gens te perçoivent, et du coup, dès ton plus jeune âge, moi, je parle de expérimenter son altérité. Ça veut dire d'être perçu comme l'autre. Et finalement, c'est ça, le racisme, entre guillemets. C'est d'être perçu comme l'autre. Et Frantz Fanon, il énonce que le regard de l'autre nous rend étrangers à nous-mêmes. Et en fait, c'est ce regard qui nous forge, qui forge notre identité. Cette conscience de ton identité, tu ne l'as pas quand t'es très jeune. En tout cas, je veux dire, dans tes plus jeunes années, de 0 à 3 ans, je suppose, et dans la petite enfance, je pense que ça commence en maternelle. Ouais, c'est ça. Et après, ça se développe de plus en plus au fil des années. Est-ce que déjà, dès la maternelle, toi, t'as un souvenir d'une confrontation à l'autre difficile, d'une différence Oui, je me souviens qu'il y avait une professeure, une maîtresse plutôt. C'était du coup quand j'étais en pas primaire, j'étais en maternelle. Et c'est vrai que après c'était peut-être conscientisé parce que ma mère l'avait formulé, tu vois. Et elle avait des comportements un peu étranges à mon égard, des propos étranges à mon égard, et en fait si je n'étais pas noire, c'est pas des propos qu'elle aurait tenus, tu vois. Donc c'est juste par déduction. Je me souviens, c'était les propos, c'est Olivia est un poison. Et c'est ce qu'elle avait dit. Et tout de suite, ça te renvoie à une image dépréciative de toi-même. Et même si t'es vraiment petit, tu sais que... Bien sûr. Tu sais que t'es un autre. Tu vois, tu te rends compte que c'est pas normal. Et ta mère, à ce moment-là, quand elle avait entendu ça, à qui elle avait dit « Olivia est un poison » ? Elle l'avait dit à voix haute ou elle avait écrit quelque part ? Elle l'avait dit à voix haute, et je crois que c'était lors des... tu sais, à la fin des journées,
ils aiment bien raconter ce qui s'est passé, etc. On avait fait un truc, il me semble, je me souviens plus trop. Un récap de la journée. Un récap de la journée, ou sinon c'était à l'issue d'une réunion, tu sais, les réunions des maîtresses, etc. Je crois que c'est ça, mais bref. En tout cas, ces mots, je les ai pas oubliés. C'était surtout en primaire que je me suis rendu compte d'être une autre, parce que j'étais la seule noire de ma classe. Après, je vais pas blâmer le fait d'être la seule noire de ma classe. C'est juste un fait, mais ça te forge. Tu te rends implicitement compte que il y a beaucoup de ressentis quand il y a beaucoup des choses que je ressens, mais j'arrive pas à les formuler, tu vois. Quand j'étais petite, je sais pas exactement la manière dont j'appréhendais les choses, mais je sais que je savais que j'étais différente. J'étais l'autre. Voilà. D'accord. Et t'étais pointée du doigt par certaines... Oui, bon, après, il y a des petits propos, bien sûr, de mes camarades, des propos pas très appréciables. Je vais pas non plus les blâmer pour ça, mais c'est juste que quand t'es enfant et que t'es censé être innocent et que t'es pas censé te préoccuper de ce genre de choses, bah ça te forge. Ouais. Tout simplement. Et tu vas nous l'expliquer par la suite, mais ça a eu un énorme impact sur la personne que tu es en fait aujourd'hui. Ouais. Tu nous l'expliqueras, mais tu as adapté ton comportement finalement, sans t'en rendre compte au début. Tu l'as réalisé après pour justement rentrer dans un certain moule et ne pas avoir à subir ce regard de l'autre qui pouvait être pesant quand t'étais enfant, quoi. Enfin, ou alors le moins possible. Voilà, c'est ça. Je vais parler du coup de mon rapport au langage et au comportement, parce qu'en tant que femme noire et a fortiori jeune, il y a un manque de considération que je ressens, et du coup j'ai eu cette injonction à bien m'exprimer, mais du coup très jeune déjà, étant donné que parler c'est exister absolument pour l'autre. Donc c'est France Fanon qui l'énonce dans Peau noire, masque blanc, dans son chapitre Le noir et le langage. Et du coup, en m'exprimant de manière si soutenue et en exacerbant ce trait, j'essayais d'exister pour autrui. C'était une manière de crier que j'étais française. En inversant le stigmate du noir qui sait pas s'exprimer, du noir stupide, etc. Et je le poussais à l'extrême et je surperformais. Et pour moi, c'était ma seule manière d'exister, en fait. Je pouvais pas exister d'une autre manière. Je pouvais pas me comporter autrement que de manière polissée, lisse. Quand tu me dis je surperformais, est-ce que tu peux juste me donner un exemple Quand j'étais petite, déjà, je faisais tout pour avoir le plus de connaissances possible et du moins être perçue comme quelqu'un de cultivé, d'extrêmement cultivé. Je lisais le dictionnaire et j'ai essayé d'apprendre des mots, vraiment des mots soutenus, etc. Et en fait, j'étais vraiment une caricature, quoi. Genre vraiment. Et c'est pour ça que ça me fait rire. Mais j'étais pas moi-même, littéralement. Et tu m'avais dit une fois que t'avais fait un exercice en cours de français et que t'avais essayé de caser plein de mots dans ta copie et que ta prof de français t'avait dit mais en fait c'est bien beau d'avoir un vocabulaire soutenu et voilà, mais encore faut-il comprendre vraiment le sens des mots et savoir bien les appliquer à un certain contexte. Et en fait, je trouve ça super parlant parce que ça montre à quel point tu essayais de prouver coûte que coûte que tu connaissais et que tu avais une appétence pour la langue française et que voilà, tu voulais le mettre en valeur absolument, quoi. C'est ça. C'était au-delà des mots parce que même dans la culture que j'étais censée apprécier, la musique, les loisirs, j'essayais d'avoir des espèces de codes standards pour me valoriser ou pour être perçue comme un bon noir, un noir lisse entre guillemets. J'écoute Jean Ferrat, j'écoute Aznavour en quatrième. Voilà quoi. Après c'est vraiment pas ce que j'écoutais quoi. J'écoutais ça parce que ma mère elle écoutait, mais sinon j'écoutais du rap US, du R&B. Ouais. Et parce que j'ai été portée par mon frère et ma sœur sur ça. Et j'avais honte d'aimer le rap. Je me disais c'est la honte quoi. Je peux pas dire que j'aime le rap.
Et pourtant, c'était déjà à la mode à l'époque, tu C'était vois. déjà à la mode, ouais, mais je voulais être en rupture avec l'image qu'on pouvait se faire de moi. Ouais, d'accord. Voilà. Par rapport à surperformer, je vais parler de Judith Butler et son ouvrage Le trouble dans le genre, qui parle de la performativité du genre, qui en soi, le genre, c'est quand on parle de genre et de féminité, on parle d'un éternel féminin, c'est-à-dire du concept de la féminité qui en soi n'existe pas. Du coup, les drag queens, elles surjouent la féminité. Je pourrais, par analogie, dire que j'ai surperformé cette image du bon noir qui rentre dans les codes, qui s'exprime bien, qui est gentil, qui s'énerve pas, qui fait pas de vagues. Mais du coup, quand tu crées une identité pour autrui, parce que c'est ça que tu fais, en même temps, tu t'aliènes puisque tu n'es plus vraiment toi-même. Tu te perds, en fait. Exactement. Tu perds ton identité propre. Ouais, c'est ça. Tu mets de côté ce que tu aimes, tes goûts, tout ça pour t'identifier à une culture. En plus, c'est tellement abstrait, tu vois. C'est trop abstrait. J'aime bien cette idée du noir un peu standardisé qui est dans comme dans une chaîne de production où tu te modèles toi-même et tu essaies d'arborer des trucs qui font que on va pas te juger ou on va t'accepter. Voilà. Ça aboutit à une forme d'altération de soi, parce que le sentiment d'avoir arboré un masque et de jamais avoir été réellement soi-même. Tout ça, ça donne une légitimité au regard de l'autre, et c'est pas sain. Et du coup, c'est aussi une manière de s'apaiser l'esprit, parce que surjouer cette identité, c'est une manière de se rassurer et de se dire qu'il y a une issue quelque part. Je suis noire, mais je ferai en sorte que les gens l'oublient ou le perçoivent moins. Et c'est justement là que commence l'altération, parce que tu deviens étranger à toi-même et tu veux effacer ton identité à tout prix. Comme si je représentais mon groupe racial et que j'étais en représentation tout le temps, et surtout a fortiori quand je dois m'exprimer en public, quand je dois faire quelque chose et que je suis perçue. Ouais. La colère qui est tacite, ou même aujourd'hui, j'essaie de pas montrer que je suis énervée. Et j'aurais bien aimé connaître le ressenti d'un homme noir, du coup, là-dessus. Si lui, il ressent ça. Parce que sûrement. Ouais. Enfin, en tout cas, je pense que c'est encore plus exacerbé chez l'homme. Ah non, je pense pas. Tu penses pas? Moi, j'en avais discuté avec Joris. Il m'avait dit la femme noire en colère. Ah oui. C'est tellement... C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est tellement Je suis bête, c'est vrai. un stéréotype ultra fort que j'ai l'impression que sur ça, l'homme noir est un peu plus avantagé, entre guillemets. C'est vrai que le stéréotype hungry black woman, très pesant aussi. Ouais, clairement. Donc toi, en fait, t'as tout fait pour... C'est ridicule. Mais non, c'est pas ridicule. En fait, c'est tellement intéressant que tu racontes ça. Je trouve ça tellement pertinent. Et je me dis, pour toutes les femmes noires ou les personnes noires qui écoutent cet épisode et qui imaginent, se reconnaissent en toi, tu vois, se disent mais réalisent, mais moi aussi j'ai adapté mon comportement pour mieux rentrer dans le moule d'une société qui ne veut pas forcément de moi. Et on le voit très bien avec l'actualité en ce moment et l'élection présidentielle, etc. Et la question, mais qu'est-ce que c'est être français, tu vois, par exemple, et les propos absolument ignobles tenus par certains membres du Rassemblement national sur cette problématique liée à la couleur qui n'a vraiment littéralement aucun sens, et pourtant en 2022 qui est super forte et prononcée, quoi. Je sais pas après comment c'était en 2002, tu vois, quand Le Pen père est passé au second tour. Et moi, je me souviens que mes parents, ils avaient manifesté à ce moment-là. Mais peut-être, enfin, en tout cas, c'est ce que me disent mes parents, parce que moi, j'étais trop jeune pour le vivre. Mais je crois que, d'une certaine manière, si je me trompe pas, et c'est que l'opinion de mes parents, mais que le racisme était plus, entre guillemets, complexé, si je peux m'exprimer ainsi, à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression, n'ont aucun mal à dire haut et fort qu'ils sont racistes, tu vois. Je sais pas si tu le perçois aussi comme ça, mais j'ai l'impression que, par exemple, les propos islamophobes ou misogynes dans un autre contexte, ou je ne sais quoi, ou même antisémites, sont, paraissent moins graves dans la bouche de certaines personnes aujourd'hui. C'est comme ça que moi je le ressens. Avec l'élection présidentielle qui est passée, il y a eu vraiment ce contexte et cette facilité à parler de l'identité nationale.
Mais en plus, l'identité liée à la sécurité. Quand j'ai écouté le débat second tour Le Pen-Macron et que Le Pen parle du vol de matériel agricole et après, elle fait direct une référence à l'immigration, mais elle enchaîne directement. Et je me disais, mais attends, mais quel est le rapport entre l'immigration et le vol de matériel agricole, tu vois? Quel est le lien? Et elle fait le lien sans aucun problème. Le plus naturellement du monde. Ouais. Vraiment. Et j'étais comme 2 ronds de flanc. Non, vraiment, c'est perturbant, quoi. Ce qui est problématique avec Marine Le Pen, c'est que du coup c'est policé en fait. Et en fait, j'ai l'impression que ça rentre dans elle joue sur l'inconscient. C'est ça. Elle joue sur les représentations, mais le fond est le même que Pas que son père, hein. Ouais. Le fond est le même. Mais son image est beaucoup plus policée, quoi. Voilà, il faut pas oublier que l'identité raciale, c'est aussi quelque chose que l'on assigne à quelqu'un. Donc c'est pas un choix. C'est une identité projetée sur toi. Donc une représentation, un archétype. Et il faut pas l'oublier. La vraie question, c'est l'identité est-elle vraiment un choix? C'est est-ce que on l'a choisi son identité? Non. En France, il faut choisir son identité. C'est-à-dire, il faut dire, oui, je suis fier d'être français, je suis français. Lorsque les gens t'assignent une identité. Ça veut dire qu'ils peuvent te renvoyer à ton ethnie, quoi. Ouais. En permanence. Du coup, cette dualité, elle est fatigante. Parce que quand Marine Le Pen dit, oui, la priorité française, implicitement, je me sens pas concernée quand elle dit ça. Tu vois? Et puis, de toute façon, les gens qui sont adeptes du Rassemblement national, ils vont faire des dichotomies entre les Français français et les Français autres. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais. Et donc moi ça me fait extrêmement rire. Et voilà. Je peux me percevoir comme victime d'un apparaître et d'une essence parce que c'est drôle qu'on pense qu'être français c'est surtout une question de choix parce que c'est pas réellement une question de choix. Je peux pas me soustraire à ma couleur et je peux pas me soustraire à ce à quoi je renvoie. C'est-à-dire, quand on va me percevoir, on va tout de suite avoir avoir des stéréotypes, un archétype de moi. Et on va se faire une représentation de moi. Et ce qui me fait rire, moi, c'est avoir un échange avec quelqu'un sans qu'il me perçoive, c'est-à-dire par mail ou je sais pas. J'avais eu un professeur, j'avais discuté avec lui en début d'année parce que je devais changer de cours pour lui, donc il m'avait jamais vu quoi. Et je m'exprimais tellement bien pour lui dans sa tête, hein, c'est comme ça que je l'ai ressenti, que il a vraiment douté que ce soit moi quand il m'a vu. Mais non. Tu vois, j'ai ressenti. Après, c'est beaucoup de ressenti, malheureusement. Tu vois, je peux pas dire... Tu peux pas l'affirmer avec des preuves. Je peux pas l'affirmer. Mais j'ai ressenti un doute chez lui, tu vois. Il s'est dit, est-ce que c'est elle? C'est vous qui m'avez envoyé le mail? Tu vois, c'était vraiment en mode... ça peut pas être elle. Moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment le comportement qu'on a à mon égard, enfin envers ma personne, quand on me voit et quand on me voit pas. J'aimerais qu'on parle du rapport à tes cheveux parce que tu m'en as déjà parlé. Et il me semble que dès le collège, tu t'es posé des questions sur la manière dont tu devais les coiffer. Déjà, j'estimais que mes cheveux, je ne pouvais pas les détacher. Il fallait qu'ils soient toujours en chignon. Il n'y avait pas d'option autre, quoi. Et j'avais une grosse masse de cheveux, mais quand c'était réduit à un chignon, bah ça faisait plat, quoi, un chignon. C'était pas très féminin, tu vois. J'avais l'impression d'être masculine. D'accord. Avec des cheveux trop courts. Surtout, c'était à l'époque, hein, mon point de vue. Ça a changé. Du coup, j'arrivais pas à me trouver belle. Et puis, de toute façon, inconsciemment, je me disais, je peux pas les détacher, mes cheveux, on va me percevoir comme une folle. C'était ce que j'avais intériorisé. Mais il y a des moments, des pics, je me suis dit, des pics de confiance en moi où je me disais, ça fait partie de moi. Je peux pas nier ma chevelure. Du coup, quand j'étais au lycée, j'ai déjà arboré un afro et je me moquais de ce que les gens disaient. Mais c'est surtout dans le milieu du travail que c'est complexe, tu vois, d'arborer une coupe afro.
parce que déjà ça suscite des réflexions. Les gens vont se permettre de te ramener à ça alors que t'es pas venu pour ça. Et si tu portes un foulard, on va te percevoir. Quand je porte un foulard, je vois beaucoup de gens me regarder bizarrement, comme si j'étais voilée, tu vois. Et on me demande de me positionner par rapport à ce foulard quand je suis au travail. Est-ce que c'est religieux? La fameuse question, tu vois. Et c'est terrible. Cette question signifie que si tu dis non, c'est pas religieux, alors ça va. Mais si tu dis oui, là, ça devient problématique. Exactement. Alors que et on m'a déjà demandé de l'enlever. Hein, ouais. Alors que c'était pas religieux. C'était pas religieux. C'était juste capillaire, quoi. J'avais envie de mettre ça pour mes cheveux, quoi. Tout simplement, pour la coupe. Et en fait, c'est juste que on te demande de te justifier en permanence. Tu fais une coupe afro. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? T'es sûr que c'est professionnel? On dirait machin. Oh, c'est pas très approprié. Et quand tu veux limite les cacher ou mettre un foulard, on va te demander de te positionner politiquement là-dessus, alors que t'es pas venu pour ça. Ou sinon, du coup, les tresses, c'est la solution en soi, tu vois. Parce que c'est plus facile de se coiffer avec des tresses. Et t'as pas à te poser, parce que c'est socialement accepté des tresses, tu vois. Après, les perruques, moi je porte pas de perruque, parce que j'ai pas une tête à perruque. Ça c'est un autre contexte. Mais j'ai déjà essayé les perruques et ça me convient pas. J'aime pas ce que ça rend sur ma tête. Mais c'est un peu comme les tresses. C'est limite, tu caches un peu ou c'est de la dissimulation en fait. Et de la facilité. Parce que tu dis c'est plus facile émotionnellement de porter des tresses. Tu vois, c'est lourd quand même. Quand t'étais au collège, donc tu portais ce chignon serré, t'osais pas laisser tes cheveux naturels parce que voilà, tu me disais j'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Il faut rappeler que ça c'était il y a combien de temps? C'était il y a plus de 10 ans ça? Ouais, c'était il y a 10 ans. 10 ans? Il y a plus de 10 ans, ouais. Et que les coupes afro étaient beaucoup moins visibles et sur les réseaux sociaux et dans les publicités, etc. C'était moqué. Ouais, c'était moqué. Et après, on va aussi parler des représentations parce que je pense que c'est important. Mais à l'époque, est-ce que tu peux me citer, je sais pas, genre une star française, quelle qu'elle soit, qui arborait une coupe afro et qui faisait figure d'exemple? Franchement, française, non. J'ai pas d'exemple en tête. Après, américaine, oui. Oui, voilà, américaine, oui, c'est un autre. Mais française, non. Pas du tout. Quand on ne te représente pas, c'est comme si on te niait en tant que sujet. Quand j'étais petite, je voulais devenir actrice et j'estimais que je pouvais pas y parvenir parce qu'il y avait peu d'acteurs français, noirs. Après, il faut questionner ce manque de représentation. Je me suis pas non plus dit, je me dis pas que il y a un racisme institutionnel nécessairement qui fait qu'il n'y a pas de noirs acteurs en France. Mais il faut questionner cette représentation, cette sous-représentation. Pourquoi? Peut-être parce que déjà, les Noirs ne se projettent pas dans ce genre de domaine extrêmement fermé. Du coup, ça crée une espèce d'engrenage. S'il y a peu de représentation, on peut pas nécessairement se projeter en tant que personne noire. Du coup, on se freine soi-même. Oui, je me suis freinée moi-même parce que je me suis dit c'est un milieu dans lequel on m'attend pas et ça peut donc implicitement tu te laisses pas l'opportunité de faire ce que tu veux. Après ce chignon, tu m'as dit au lycée j'avais ma coupe afro et je m'en fichais. T'avais réussi à te détacher quand même du regard des autres, ce qui est hyper courageux et fort. Après c'est dans certains contextes. Je me souviens que j'avais fait une pièce de théâtre. Je m'étais autorisée à me détacher les cheveux, mais c'était dans des contextes de spectacle et de divertissement. Waouh, ok. Tu vois? Ok. Je me souviens, c'était un truc d'acro-gym ou un truc de gym. Je m'étais défait le chignon. Pièce de théâtre aussi, pareil. Mais dans un contexte de normalité ou de vie quotidienne, c'était différent. D'accord. Et ça me fait penser à un truc. J'ai l'impression que même, du coup, sur Instagram, c'est la photographie, l'art qui est mis en valeur. Mais ça n'est pas la vie quotidienne. Ça veut dire que dans un contexte de divertissement, de mise en scène, mise en scène,
le contexte n'est pas le même que lorsque tu vas arborer la même chose dans la rue, au travail, dans un contexte de vie quotidienne, quoi. C'est pas pareil. Mhm. Donc là, en fait, par exemple, aujourd'hui, t'as détresse. Est-ce qu'à 23 ans, maintenant tu te dis, bon allez, je m'affranchis complètement du regard de l'autre, et de toute façon, c'est l'autre qui pose problème, ce n'est pas moi. Donc, peu importe mon milieu professionnel ou mon travail ou je ne sais quoi, parce qu'on avait parlé aussi, par exemple, des visites d'appartements, tout ça, et moi, je t'en avais parlé à ce moment-là. Quand je t'avais dit justement quand j'avais emménagé avec mon copain qui est noir et qu'on faisait des visites d'appartements, je veux juste le redire parce que c'était terrible cette période-là, parce qu'on faisait les visites tous les deux ensemble. Lui était dans dans un schéma financier bien plus avantageux que le mien, puisqu'il travaillait déjà et il était déjà en CDI, et moi j'étais étudiante. Et en fait, malgré ça, on venait habillés, donc vraiment... tu sais, chemise, pantalon, chaussures de ville, je sais pas quoi, enfin bref. On en faisait des caisses. Et en fait, tous les agents immobiliers, enfin je veux dire 90% des agents immobiliers, quand ils nous faisaient une visite, ne s'adressaient qu'à moi. Et quand, par exemple, Joris posait une question, il ne répondait pas directement à Joris, mais il me regardait plutôt dans les yeux. De temps en temps, il jetait des petits regards furtifs vers Joris, histoire de se rassurer et de dire bon, je le regarde quand même un minimum. Mais en fait, voilà, qu'il soit là ou pas là, c'était la même chose. Et même, je me dis, s'il n'avait pas été là, peut-être que on a eu un appartement assez rapidement finalement, mais peut-être qu'on aurait même eu encore un appartement plus rapidement que ça, sachant que là, pour l'appartement dans lequel je suis, notre dossier n'a pas été accepté en l'état. Et voilà, pour des raisons très obscures, il n'est pas sur le bail. Ce truc de trouver un appartement, se mettre sur son 31, apparaître sous son, entre guillemets, meilleur jour, ne suffit même pas pour défaire ces stéréotypes, quoi. Toi, tu me disais qu'avec tes cheveux, tu t'adaptais dans le milieu professionnel. C'était ça ma question, en fait, du départ. Est-ce que, là, aujourd'hui, tu t'es affranchie de ça et t'es prête à arborer une coupe afro, quoi qu'il se passe? Ou est-ce que t'exprimeras toujours des réticences? Et finalement, tu te diras, en fait, c'est plus simple que j'ai des tresses. Je vais pas subir cette charge mentale supplémentaire, autant que j'aille au plus pratique et efficace et ce qui passera le mieux, plutôt que je subisse le regard des autres, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Non, c'est clair. J'exprime une réticence, toujours. J'ai des choses à régler avec moi-même encore. Le chemin est long. J'estime que les tresses, c'est le plus facile et le plus efficace pour interagir avec les autres. Parce que du coup, me rendre compte que ça pose encore problème, c'est fatigant émotionnellement. Et puis, le fait de s'en rendre compte, d'avoir ce poids, ouais, c'est usant, quoi. Je préfère être perçue comme normale. Et en fait, c'est pas parce que t'es noire que tu dois être dans un combat permanent, en fait. Exactement. À agir pour une cause sans cesse, te faire le porte-parole des autres personnes noires ou même la porte-parole d'une cause en particulier, tu vois. Enfin, exactement. D'un côté, tu te bats pour être mieux accepté et pouvoir être aussi libre que les autres et toi-même dans notre société. Et d'un autre côté, parfois, tu te dis, mais en fait, c'est usant. J'ai pas envie d'être tout le temps dans ce combat, dans cette éducation des autres, etc. Non ? Dans cette lutte permanente pour tes droits et je sais pas, qu'est-ce que Exactement. Mais du coup, si tu dis lutte, là c'est même pas de la lutte, c'est de la lutte à mon niveau en soi, c'est une lutte individuelle. C'est pour me faciliter la vie, je vais agir agir de telle manière. Mais là en soi, je parle même pas de lutte concrète, tu vois ce que je veux dire, pour mon groupe racial. Je déteste ce genre de termes-là, mais je sais pour que tu comprennes. Et oui, parfois on a juste envie d'aller au cinéma tranquille et de passer inaperçu et de pas je dis cinéma au hasard, hein, je veux dire faire des loisirs sans avoir à se préoccuper des violences policières ou de quelconque sujet qui pose problème ou auquel on est renvoyé. Ouais, voilà. Toujours dans ce parcours un peu chronologique, on essaye plus ou moins de suivre depuis le début de cet épisode. L'école primaire, le collège, le lycée.
Et tu voulais me parler d'un sujet qui est quand même assez important, qui est le rapport aux hommes. Mon rapport à la séduction, mon rapport aux hommes, je sais pas, Rapport aux hommes, puisque tu es hétérosexuel. oui, qui est très complexe. J'ai toujours eu le sentiment d'être là sans l'être, d'être insignifiante et de ne jamais avoir réellement été perçue. J'ai surtout vécu l'amour par procuration. J'ai jamais eu cette réciprocité avec quelqu'un. Je l'ai déjà eu, mais c'était très rare, tu vois. Je me méfie du coup beaucoup des autres parce que y a deux extrêmes. C'est soit on me perçoit trop, soit on me perçoit pas. Quand je dis on me perçoit trop, c'est on va avoir une espèce de d'idéal, mais du coup on va pas me percevoir réellement en tant que moi, mais on va surtout avoir une image de moi et je veux pas rentrer dans cette idée de fétichisme, mais en soi, c'est même pas le fait d'être confronté au fétichisme, parce que j'aime pas ce mot, mais c'est du coup cette méfiance permanente. Si la personne n'est pas noire, cette méfiance, se demander ou se dire, oui, est-ce que ses ex, il est sorti qu'avec des noirs et du coup, pour lui, il faut limite que l'ethnie ce soit un critère spécifique, tu vois. Et du coup, bah, je suis en perpétuelle quête de rentrer dans la tête de l'autre et de me demander comment il me perçoit. Mais c'est usant, ça, aussi. Et après, chacun a ses préférences et je veux pas rentrer dans une espèce de comment dire, de règles, de ce qui est rédhibitoire, ce qui l'est pas, parce que c'est complexe tout ça. L'attirance, tout ça, ça ne se contrôle pas. Mais généralement, enfin, c'est toujours du ressenti. Je peux pas le dire, tu vois, je peux pas. Parce qu'après, on va prendre ma veste, on va dire, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Puisque ça dépend de plein de critères, ça dépend de ce que tu perçois, mais ça veut rien dire, tu vois. J'ai peur que les gens me disent ça. Bah non, parce que justement, moi, mon podcast, c'est pas un podcast scientifique, on n'est pas là en train de d'énoncer des vérités et tout, c'est vraiment une question de ressenti. Ouais. Donc, t'es complètement libre d'exprimer ton ressenti et il t'appartient. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas discutable. Le fait de dénoncer, ben c'est vrai que c'est bien que tu me l'aies rappelé. Parce que parler de son ressenti, je suis libre en fait de le faire, tu vois. Et quelqu'un m'accordera une once d'intérêt, mais je reste remplaçable dans ma tête. Parce que j'ai peur d'être perçue en tant qu'objet et pas en tant que sujet. Le noir, c'est... Dans la représentation qu'on se fait du noir, le noir c'est un corps. Et je suis une femme. Du coup, bah, la femme, dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, dans le chapitre, non, dans l'introduction, elle dit que bah, la femme, elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Il est le sujet, il est l'absolu et elle est l'autre. Donc il y a encore cette idée de l'altérité de l'autre. En fait, il y a 2 degrés d'altérité chez moi. Il y a mon ethnie et mon genre. Et du coup, bah, face à ces 2 altérités, je me dis, la personne, comment elle va me voir? Comment elle va me considérer? Et c'est cette interrogation permanente qui est fatigante. Quand on fantasme sur les noirs, on part du présupposé qu'ils sont semblables, et du coup, s'ils sont semblables, ils sont substituables. J'aime bien cette phrase parce qu'elle est drôle. Mohamed ou Moussa, quelque part, c'est la même personne. Il y a tellement de filles qui sont valorisées socialement que je me dis que avec mon teint, parfois c'est des petites voix qui reviennent. Avec mon teint, je n'ai aucune chance et j'ai quelque part intériorisé le rejet. Mmh. Du coup, je me dis si je suis acceptée, tant mieux à un moment donné. Ouais. Mais la base, c'est le rejet. Ma culture est peut-être en vogue, mais ma couleur de peau ne l'est pas pour autant. Quand je parle de ma culture, je parle de tous les attributs qui peuvent être attachés aux personnes noires. Les grills, les wax, le wax du moins, les durags, tout ce qui peut rappeler, qui peut être associé aux personnes noires. Dans le cas Kardashian, ce qui m'a le plus interpellée, c'était que les attributs physiques comme une bouche pulpeuse ou des fesses prépondérantes n'étaient pas perçus comme beaux avant qu'elles arborent ce genre d'attributs. Et c'est
je vais pas parler d'appropriation culturelle pour des attributs physiques. Ce serait étrange de parler d'appropriation culturelle. Néanmoins, il faut se rendre compte qu'il y a eu un avant et un après, et que les traits physiques qu'on pouvait associer au corps noir, ou du moins les attributs physiques qui étaient sur le corps noir, étaient marginalisés et perçus comme laids, et il a fallu que ces attributs soient sur une autre personne pour qu'ils soient à la mode. Et ça revient avec cette idée de quand t'es dans un registre de divertissement esthétiquement parlant, c'est beau, on accepte, on like, mais hors dans un contexte tout autre de vie quotidienne, on va pas te calculer, enfin c'est pas qu'on va pas te calculer, mais je veux dire on va pas approuver autant quoi. Les personnes qui me ressemblent, je suis d'autant plus donc les hommes qui me ressemblent, j'ai d'autant plus de méfiance envers eux parce que c'est les premiers à discriminer et à énoncer haut et fort tout est noir sauf nos meufs. Donc ça il y avait un hashtag Twitter je sais plus il y a quelques années et cette idée de je ne sors pas avec ma sœur. Et du coup ça aussi je l'ai intériorisé énormément et que ce soit un homme en général qui soit de mon ethnie, enfin qu'il soit noir ou pas noir, j'aurais toujours de la méfiance envers lui. L'expression privilège blanc, c'est un sujet qu'on a abordé il y a quelques semaines ensemble. Je pense qu'il y a le droit de tout un chacun, mais à partir du moment où certains ne peuvent pas bénéficier de ce droit pour des raisons discriminatoires, les autres qui en bénéficient, de fait, ont un privilège, tu vois. Parce que oui, tout le monde c'est ça. Ouais. Tout le monde a les mêmes droits, mais le privilège blanc, selon ma perception, il existe forcément parce que ces privilèges-là que tu as en tant que personne blanche, tu peux les observer au quotidien par rapport à d'autres personnes non blanches, tu vois. Tout le monde dans l'idée part avec les mêmes droits, mais après ça s'applique différemment. C'est ça le problème, c'est que l'universalisme français, qui part du présupposé que tout le monde est égaux, en soi pose problème. Parce que dans les faits, c'est pas le cas. C'est ça. Et ce serait tellement plus simple de partir du contraire, tu vois, d'affirmer que tout le monde n'est pas égaux, justement pour que ceux qui souffrent de cette inégalité puissent être reconnus officiellement, tu vois, dans leur... Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est bien aussi, mais ça peut être aussi problématique parce que je sais pas si tu connais la série Shameless. Je vais parler juste d'une scène. Du coup, aux États-Unis, on reconnaît qu'il y a des discriminations, mais c'est pas non plus un idéal parce que il y a comment il s'appelle déjà ? Le Benjamin de la famille, l'un des Benjamins là, Carl Gallagher qui veut rentrer dans une école militaire ou je sais plus quoi. Du coup, il doit prouver qu'il a des ascendants, noirs ou des ascendants opprimés, tu vois, pour rentrer dans cette université, dans cette école, parce qu'en fait, en tant que blanc, il est désavantagé par rapport à d'autres. Mais ça, c'est de la pure fiction ou C'est pas de la pure fiction, parce que je sais qu'il y a des quotas dans certaines universités ou dans certaines qui sont créées du coup où quand t'es blanc en fait t'es désavantagé parce que on part du présupposé que t'as un privilège, tu vois, donc dans les deux cas c'est problématique. Et ce qui est intéressant dans cette série c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses stupides et absurdes et drôles, mais il y a toujours un fond qui est réel ou qui dépeint bien la réalité. Et du coup, c'est vraiment une satire de la société américaine et c'est super intéressant. Bon, je pense que tout le monde connaît. Mais les deux, partie du présupposé que tout le monde est égaux et partie du présupposé que tout le monde ne l'est pas, les deux posent problème en soi. Que faire ? Que dire ? Continuer d'en discuter, de débattre sur ce sujet. Éric Zemmour, en soi, il a aucune légitimité. Mais je voulais quand même partir de ce qu'il dit. Ce qui me fait rire, c'est que du coup, il essaie de faire du populisme et de la démagogie, enfin pour que les gens soient un peu brouillés dans leur esprit, quoi, et adhèrent à ses idées. Mais ce qui m'avait vraiment choqué, c'est
le fait qu'ils disent oui, dans les banlieues, les gens sont communautaires. Voilà. Pour lui, c'était un fait réel, un fait social. Et du coup, ils se réunissent. Pardon. Non, ça me tue. Ils se réunissent dans les banlieues. Ils se réunissent, voilà, parce que ils sont de la même ethnie, quoi. C'est pas les gens qui se réunissent, c'est plutôt une certaine politique de l'époque des années 60 qui a réuni des personnes d'une même origine et qui les a ostracisés et mis dans des quartiers loin de tout. Exactement. Et du coup, ce qui me fait rire, c'est que vraiment, ils nient totalement, que tout simplement, c'est l'administration française parque, j'aime pas ce mot, mais met les gens dans les mêmes lieux, quoi, tout simplement. Et ça m'a fait vraiment un choc, en fait, qui nie tout à fait, qui parle comme ça, comme si c'était vraiment un choix, quoi. J'habite en banlieue avec mes frères et sœurs, tu vois, avec mes copains, mes camarades, mes congénères. Voilà, j'habite en banlieue avec mes congénères, je me complais là-dedans. Et c'est parce qu'on est tous ensemble, on est tous pareils. Enfin, c'est ridicule, quoi. Genre, avec quelle audace il dit ça, et avec quelle audace les gens acquiescent ce genre de propos, quoi. Pendant les débats présidentiels et tout, la facilité, je sais pas si tu regardes Hugo Décrypte. Moi, pendant l'élection, c'est ce que je regardais vite fait, c'est les interviews. Ouais. Tu vois. Et les interviews de candidats. Ouais, les interviews de candidats et les interviews, il fallait répondre par oui ou par non, là. Ça m'a stupéfaite. La facilité à laquelle Marine Le Pen et Éric Zemmour, à la question des violences policières, on dit qu'il y en avait pas, quoi. Genre, Hugo Décrypte, il a posé la question, il a dit oui, considérez-vous qu'il y a des violences policières? Et ils ont répondu non, les deux. Et c'est vraiment ce fait de nier un fait social qui est problématique et qui est révoltant. Parce que quand tu nies totalement l'existence de quelque chose. Ça va dans la même mouvance, tu sais. Après, si je fais un parallèle avec des propos négationnistes qu'a tenu le père Le Pen, et que soutient en fait d'une manière ou d'une autre le Front ou le Rassemblement National. Oui, c'est pas étonnant, c'est dans la même lignée, ouais. Tu vois, nier un problème, nier une souffrance, nier une discrimination, c'est refuser de l'admettre et donc couper court à une potentielle évolution ou un traitement de ce problème, quoi. C'est bien plus facile de voir les choses comme ça. De quel droit tu permets d'affirmer des choses quand toi-même tu n'es pas la cible de ces problèmes-là, tu vois? Comment tu peux dire non, l'antisémitisme en France n'existe plus ou n'existe pas, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Quand toi-même tu es dans une bulle et que tu n'es pas concerné par ça, en fait. La seule manière de faire, c'est de se taire et de donner la parole à ceux qui souffrent réellement, tu vois. Enfin, il y a un sujet aussi que tu voulais aborder, c'est le c'est ce que tu me dis, je reprends tes mots, pseudo-antiracisme, pseudo-féminisme, etc. Qu'est-ce que tu entends par là? Aujourd'hui, les luttes progressistes sont devenues le moyen ultime pour promouvoir une marque ou pour les influenceurs de se promouvoir eux-mêmes. Quand Black Lives Matter est devenu à la mode, j'ai du mal à dire ça, mais c'est un peu ça, ou Pray for Ukraine, qui joue sur les affects, tout simplement. Complètement. Pour promouvoir... Pour valoriser sa propre image. Pour valoriser son image, ouais. Mieux se vendre. La vertu est devenue rentable. C'est ça. Après, ce que tu avais dit la fois précédente, c'était intéressant parce que tu disais, si tu veux juste réitérer ton idée. En fait, je disais, peu importe, quand on discutait ensemble, je disais, peu importe finalement les intentions personnelles, tant que ça donne du pouvoir ou de la puissance au sujet. Et avec Black Lives Matter, quand tu mets un hashtag Black Lives Matter, même si toi personnellement, en fait, tu t'en contrefous de cette cause, tu participes quand même au fait que les hashtags soient multipliés et que finalement, je sais pas, genre t'es 1 million ou 1 milliard de hashtags en une journée sur ce sujet. Donc malgré toi, tu donnes de l'importance à cette cause, quoi. Bon, après, Pray for Ukraine... en fait, je pense que il y a des gens, c'est comme tout, en fait, il y a des gens très honnêtes qui ont besoin de l'exprimer sur les réseaux sociaux et qui apportent
sincèrement leur soutien, et d'autres qui se disent, en fait, si je le fais pas, on va me tomber dessus, ou les gens vont être déçus de moi, etc. Enfin, voilà. Ouais, je trouve que c'est tout simplement honnête d'être libre face à quelque chose qui t'indigne. C'est pas une injonction de se prononcer sur chaque sujet ou de se prononcer à chaque fois sur quelque chose, d'avoir un truc à dire. Je trouve que c'est honnête d'être libre et finalement de ne rien dire parfois. Mais imagine, je suis pas dans ce cas-là, mais imagine, je suis ukrainienne, je vois tout ce soutien sur les réseaux sociaux et ces influenceurs qui après mettent des stories dans leur petit confort, de leur grand appartement, entouré de mille et un objets, tu vois, en faisant l'apologie de cette surconsommation, alors qu'à côté il y a des gens qui se battent, qui n'ont pas à manger, qui sont séparés de leur famille et tout, enfin... Ça me paraît incroyable. Ouais, donc parfois, vaut juste mieux la fermer, rester dans son coin, et puis agir de façon différente, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, tu vois. C'est qu'une image c'est là que tu fais que montrer ton militantisme, mais tu fais rien en soi. On est tellement dans une ère où il faut tout déconstruire, tout questionner. Il faudrait pas peut-être aujourd'hui déconstruire la déconstruction elle-même, la questionner, parce que on veut absolument s'abstraire de tout ce qui existe. Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est juste pour être subversif? Parce que c'est la mode? Est-ce qu'on veut pas juste être subversif pour être subversif? Parfois on se demande plus si la question elle-même a un sens. Par exemple, la suppression du mot race de la Constitution. Quel impact ça peut avoir? Positif, je parle. C'est juste pour s'inscrire dans une pseudo-bien-pensance, en fait. Et faire bonne figure. Et je trouve que on est dans cette ère où on veut tout déconstruire, tout questionner et tout refaire sans considérer ce qu'on est en train de faire ou sans attribuer un sens à ce qu'on est en train de faire. Voilà. Par rapport au pseudo-féminisme, ouais. Est-ce que parce que moi je le remarque moins pour le pseudo-féminisme, il y a le féminisme intersectionnel. Ouais. C'est hyper important de le reconnaître et on en parlait en fait tout à l'heure sans forcément le nommer. Quand tu dis je suis noire et en plus de ça je suis une femme donc je cumule. Moi en tant que femme blanche féministe, je le dis haut et fort que je reconnais tout à fait et que je m'inscris dans ce féminisme. En fait le féminisme intersectionnel c'est par exemple en tant que femme blanche reconnaître que femme noire souffrira d'autant plus que toi. En fait c'est pas mettre toutes les femmes dans le même panier concernant le féminisme en fait, voilà, tu vois. C'est ça. C'est reconnaître que d'autres juste ont moins de privilèges, c'est ça que toi en tant que femme blanche par exemple. Donc voilà, c'était important pour moi de le dire dans cet épisode. Je tiens juste à placer ici qu'ensemble on a fait un shooting photo qui sera visible sur Instagram sur le compte de Révolution révolution.podcast et qui sera aussi visible sur mon compte Insta perso @couronne au pluriel. On a fait ce shooting photo justement parce que je voulais profiter de ce moment du podcast pour te valoriser et je trouvais que c'était une bonne idée d'associer un shooting photo avec cet épisode, surtout que on a choisi des lieux pour ce shooting et une DA et des vêtements et une coiffure. C'était super important pour moi de te valoriser au max et voilà quoi, de montrer toi dans ton identité propre et dans ce que tu aimes, etc. Pour casser un peu cette carapace là que tu t'es construite, cette fausse, pas cette fausse identité parce que maintenant ça fait partie de toi. Et voilà, je voulais avoir un petit peu ton point de vue, comment tu t'es sentie, est-ce que tu as trouvé que l'expérience était pertinente par rapport à cet épisode, etc. Enfin voilà, en gros tout ce que tu as à dire, peu importe ce que c'est, je suis à ton écoute. C'était une expérience c'était une superbe expérience Je l'ai payée évidemment pour qu'elle dise ça. Non mais sois libre, vraiment. Vraiment, non franchement j'ai vraiment apprécié. C'était j'avais beaucoup d'appréhension parce que je sors pas non plus énormément de ma zone de confort. J'aime bien quand je filme ou que je fais des photos, c'est généralement pas des photos de qualité de moi-même. Quoi? J'adhère pas du tout à cette non mais je veux idée. dire tu peux avoir n'importe quel matériel finalement. Moi je trouve que tes photos elles ont un certain style, une identité, tu vois. Merci. Donc voilà. Il y a des grands artistes qui font des photos à l'iPhone et qui font que ça. Ouais. Il y a un peintre, si je me trompe pas, d'Eric Ofosu Boateng. Je connais pas. Que j'ai découvert justement sur Insta. Lui, je crois qu'au départ, il prend que des photos à l'iPhone
et en fait il peint par-dessus. D'accord. Ouais, je sais pas s'il peint vraiment avec de la peinture ou alors s'il fait tout ça sur un logiciel, mais je trouve que c'est exceptionnel quoi. Et vraiment, je sais pas si maintenant il fait toujours ça que à l'iPhone, mais quand je l'ai connu, il prenait toutes ses photos à l'iPhone et c'était vraiment magnifique. Ah ouais? Ouais, il a un certain traitement et tout, il a une vraie patte. Mais donc voilà, enfin, je trouve qu'il y a pas de, ça me saoule justement quand j'entends des photographes qui oui, c'est sûr que c'est valorisant de parler de ton matériel quand t'as investi, que tu le connais, tu le maîtrises, c'est pas un matériel qui est à la portée de tout le monde, etc., etc. Je comprends tout à fait, mais il faut pas bloquer les gens dans leur passion ou leur faire comprendre que leur art vaut moins en fonction du matériel qu'ils utilisent, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est surtout, c'est peut-être pas individuellement que je pense ça, mais c'est juste dans la rencontre avec l'autre. Par exemple, si je vois quelqu'un et j'ai une vision sur cette personne et je dis ouais, j'aimerais bien la prendre en photo. Comment je lui montre ma légitimité à le faire, tu vois? Si je le fais qu'avec un matos limité entre guillemets, tu vois. C'est ça qui me pose problème, c'est que on va me voir comme une novice, alors que je trouve que dans la photographie, c'est quand même un milieu concurrentiel et il y a énormément de gens qui sont pompeux et condescendants. Et du coup, ils vont te prendre de haut parce que ton matériel est limité, tu vois. Mais je trouve que le plus beau dans une photo, c'est justement l'intention, la directive artistique et ce que t'as voulu, ce que t'as voulu susciter. Tu disais que tu sortais pas souvent de ta zone de confort. Voilà, exactement. Je sors pas de ma zone de confort. Et en fait, poser dans un lieu où il y a autant de monde, je le fais pas de moi-même. Il faut qu'on me force à le faire ou faut que j'ai plus d'options pour le faire, tu vois. Du coup, là, j'ai été forcée à poser dans la rue, autour de passants, etc. et me confronter au regard de l'autre. Ce qui est un peu le sujet du podcast. Exactement. Et du coup, j'ai beaucoup appréhendé à l'avant. Je voulais même boire de l'alcool. Tu comprends. Mais sur le moment, je me sentais à l'aise parce que vous m'avez mis à l'aise, tu vois. Et puis le fait aussi que j'ai une liberté de dire ou de proposer une idée et que ce soit pas rejeté ou. Bah moi, je t'ai trouvé super à l'aise, vraiment. Hein. Super à l'aise. Ah ouais, méga à l'aise dans la rue, mais méga à l'aise. Méga à l'aise. En fait, tu regardais pas les gens. Moi, quand Joris, il me prend en photo dans la rue et tout, je suis là en train de regarder si les autres me regardent et tout. Et j'ai l'impression que toi, vraiment, t'étais dans ton monde, dans ta bulle, et que t'en avais rien à faire, quoi. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que, pour conclure, tu as envie d'ajouter quelque chose, ce que tu veux? Il y avait une phrase intéressante que j'avais entendue je sais pas si tu connais le podcast Stéréozouz. Non, je connais pas. Bon, c'est un podcast, il y a pas beaucoup d'épisodes, mais j'ai oublié le nom de la dame qui avait dit ça, mais elle avait dit faut choisir par qui on est regardé. Elle parlait du concept de regard blanc et le fait qu'on t'assigne une identité, on te projette une image, etc. On se fait une représentation de toi. Et elle avait dit pour se libérer de tout ça, faut tout simplement choisir par qui on est regardé. Ce sera le mot de la fin. Ouais. Je vais juste faire ma self-promo. T'as une chaîne YouTube, faut qu'on en parle. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ta chaîne YouTube sur laquelle tu publies des clips que tu filmes, montes, chantes? Voilà, on n'en dit pas plus. C'est des covers artistiques, si je puis me permettre. J'essaie de créer un visuel, un clip, quoi, qui est agréable à regarder. Et du coup, ma chaîne, c'est 2am. Merci beaucoup, Olivia. C'était super cool. Merci d'avoir accepté de venir t'exprimer sur Révolution et surtout de me faire confiance pour cette histoire et ces expériences personnelles qui n'appartiennent qu'à toi. Vraiment hyper intéressant d'en discuter et je suis trop contente que t'aies pu le faire maintenant et ici. Je te remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bisous.